partie de la forêt de la Mamora, mais on voit une partie de la forêt de la Mamora qui domine un petit peu la zone côtière au niveau de Salé et de Rabat. Et on voit également quelles sont les superficies des essences forestières. Bon, principalement, c'est Rémisset, la province de Rémisset, qui détient le plus grand taux, mais on a également la région de Kénitra, Salé, Rabat, Sferat, qui a des écosystèmes forestiers qui méritent d'être préservés et protégés. En dehors des ressources naturelles, il y a également, ou en plus des ressources naturelles, il faut considérer également le patrimoine culturel et historique dont la région est très très riche, et notamment la ville de Rabat et avec ses sites qui sont classés par l'UNESCO, la Médina, les remparts, la nécropole du Chella, l'Oudaya, le Psba des Oudaya, l'architecture du XXe siècle, le quartier des Habous, etc. Et puis il y a la Médina de Salé et ses murailles, ses portes, sa Medarsa Mérini, les Aouya, les mausolées, les sites archéologiques qu'il ne faut pas oublier non plus, de Tamoussida, Ben Assar, Ria, l'Arsbat de Média. Il y a également des grottes qui ont révélé des restes vraiment très très intéressants au niveau de Harhora et d'Ar-Sultan. Les musées, avec le musée Mohamed V d'art moderne, bien sûr, le musée archéologique, le musée des Oudaya, le musée ethnographique de Raji, et puis un savoir-faire ancestral, artisanal, notamment dans le métier du tissage traditionnel, de la menuiserie d'art, de la poterie, de la céramique, etc., qui sont bien connus au niveau du quartier de Bouja en particulier. Alors, ça a été un bref aperçu de tout ce qui est potentialité naturelle. Maintenant, on va voir la composante socio-économique. Et je commencerai par la population, la composante sociale, la population et urbanisation. Donc, je ne vais pas donner les chiffres de la population, et vous les avez ici. La population place la région de Rabat-Salé, Kénitra, comme en deuxième position après la région de Casablanca-Stade, c'est dire que c'est une région qui est quand même densément peuplée. C'est principalement le littoral qui comprend la province d'Oknetra, la préfecture de Rabat-Salé et Sfarat-Mara, qui concentre à lui seul 70% de la population de la région. Je pense que c'est quand même, si on regarde tout le littoral atlantique, c'est une des régions où le littoral est le plus densément urbanisé, 70%. Donc l'axe Kénitra-Temara concentre plus de 70% de la population urbaine, et puis le taux d'urbanisation est très élevé également. Vous pouvez voir la densité de la population sur ces centres urbains qui est de 73,6%, qui dépasse largement le taux moyen national. Alors maintenant, quels sont les secteurs productifs de la région? Il y a bien sûr l'agriculture, la pêche, l'industrie. Je vais passer assez rapidement sur ces différents secteurs. L'agriculture, disons qu'il y a beaucoup de moyens, et au vu de ces moyens qui sont disponibles, il y a une surface agricole utile qui est importante. On a vu que les ressources hydriques étaient également assez importantes. Le périmètre irrigué est relativement important, mais malgré tous ces moyens disponibles, la production et la productivité restent en deçà du potentiel de la région. La pêche, pareil, ce secteur reste peu développé au niveau de la région, malgré des potentialités qui sont énormes et qui existent. Il y a un seul port, le port de Kénitra Média, avec quelques abris de pêche qui jalonnent le littoral jusqu'à Sfarat-Mal. En matière d'industrie, nous avons une forte, ça aussi c'est assez important, il y a une forte polarisation de l'industrie le long de l'axe littoral Sfarat-Tmara, Rabat, Salé, Kénitra. Donc c'est dire que les secteurs productifs industriels sont concentrés le long du littoral. Il y a l'industrie chimique, l'industrie électrique et électronique, et puis l'industrie agroalimentaire. Et puis quand on voit leur répartition au niveau dans les différentes préfectures, on voit bien que ce sont les communes et les préfectures littorales qui les portent le plus. Dernier secteur productif, le tourisme. Le tourisme qui est
lui non plus, on ne peut pas dire que la ville de Rabat ou de Kénitra ou de Salé sont des villes qui attirent énormément de touristes. Il y a d'énormes potentialités dans la région qui ne sont peut-être pas valorisées ou exploitées. Vous voyez sur cette carte les pôles et produits de développement touristique au niveau de la région. On peut voir que les préfectures de Rabat Salé, Srerat, Mala, c'est elles qui concentrent le plus de nuitées et de la capacité en lit, 95,8% de la capacité hôtelière et plus de 98% des arrivées et les nuitées. Mais il n'y a pas de coordination, il n'y a pas d'interaction entre tout ce qui est arrière-pays et zone littorale. En termes d'infrastructures de base, on peut dire que la région dispose d'un réseau de transport qui est riche et diversifié. On a l'autoroute, des routes, le chemin de fer, des ports, l'aéroport, etc. Et puis c'est un axe qui constitue un parcours de passage où transitent pratiquement toutes les communications nationales à travers le Maroc, nord-sud et est-ouest. Les équipements sociaux, la région est également largement dotée, mieux dotée en équipements sociaux par rapport à son arrière-pays. C'est surtout la capitale Rabat qui concentre les établissements d'enseignement supérieur et de formation et où les grands établissements hospitaliers. Cette situation creuse encore plus les inégalités sociales et accentue l'exode des jeunes vers les villes côtières qui semblent mieux nanties en équipements sociaux. Alors maintenant, on va voir, tout ça c'est l'existant, mais on va voir aussi les grands chantiers qui sont en cours ou en projet. Certains d'entre eux sont achevés, d'autres en cours ou même en projet. Tout d'abord, Rabat Ville Lumière, capitale marocaine de la culture. Ça, c'est un énorme programme qui est sur 4 ans, 2014-2018, et qui s'articule autour de 7 axes principaux que je vais rappeler rapidement. La valorisation du patrimoine culturel et civilisationnel, la préservation des espaces verts et de l'environnement, l'amélioration de l'accès aux services et des équipements sociaux, le renforcement de la gouvernance, très important, la requalification du tissu urbain, la consolidation et la modernisation des équipements de transport, et puis la dynamisation des activités économiques. Il y a également l'aménagement de la vallée du Bourg-et-Grec. On est juste à côté, et donc vous le voyez pour ceux qui sont à Rabat, l'évolution de cet aménagement de la vallée du Bourg-et-Grec, qui est un projet qui a été lancé déjà en 2006 et qui porte sur une surface de 6 000 hectares, qui va pratiquement de la mer, de l'estuaire, jusqu'à 17 km en amont, pratiquement jusqu'au barrage Sidi Mouhamed. Et cet aménagement de la vallée a plusieurs objectifs. La dépollution d'abord de la vallée et l'aménagement du territoire, faciliter les échanges entre Rabat et Salé avec 2 lignes de tramway, un nouveau pont et un tunnel qui est déjà achevé, qui passe sous les murailles des Oudaya et qui bien sûr a beaucoup fluidifié le trafic entre les deux villes. Il y a également le projet baptisé Bab el-Bahr, qui correspond à une cité de 35 hectares et qui comprend des résidences, des hôtels, des commerces, des musées, y compris le grand théâtre qu'on peut voir d'ici qui est en cours d'achèvement. Il y a le musée archéologique et des sciences de la terre et une cité des arts et métiers. Un autre chantier qui est la corniche de Rabat et qu'on a appelé au départ, je ne sais pas s'ils l'appellent toujours le projet Safira, qui vise à contribuer à l'amélioration et à la valorisation du littoral de Rabat. Il faut dire que le littoral de Rabat a été pendant plusieurs décennies complètement délaissé, complètement abandonné, et on a vu les égouts qui se déversaient directement sur le littoral, on a vu les décharges qui étaient sur le littoral, ça sentait, ça ne donnait pas envie de marcher le long du littoral ou d'aller à la plage de Rabat à cette époque-là. Donc ce projet est venu à point nommé puisqu'il vise à contribuer à l'amélioration et à la valorisation du littoral atlantique de Rabat avec des attentes de résorption de l'habitat insalubre
des quartiers ont parlé du mur de la honte, là, qui cachait tous ces bidonvilles. Donc la résorption de l'habitat installé dans des quartiers à Problem Sol, la Calais, et puis dynamiser l'économie locale en générant de l'emploi dans les secteurs touristiques et hôteliers, et puis avec l'investissement sur cette côte. Non, je voulais dire, pour investir sur cette côte, il faut tenir compte d'un certain nombre de paramètres naturels. La côte n'est pas géologiquement ou morphologiquement, la côte n'est pas prédisposée à ce genre d'investissement de grands chantiers, puisqu'elle est subordonnée à la réalisation d'importants travaux de confortement de la falaise et bien sûr d'assainissement du littoral. On passe maintenant un petit peu plus au nord, le port de Kénitra, port Kénitra Atlantique, et la zone franche de Kénitra, qui sont aussi de grands projets qui sont en cours et qui vont ouvrir l'économie de la région, dynamiser ou insuffler une nouvelle dynamique à l'économie de la région. Le port Kénitra Atlantique sera implanté à 24 km au nord de l'embouchure de Lisbonne. Et puis le trafic prévu pour ce port est de 6 millions de tonnes à l'horizon 2020 et 7 millions de tonnes à l'horizon 2030, ce qui est énorme, selon les prévisions du ministère de l'Économie. Ce port, ou la zone franche par contre, ça c'est le port, et puis pour la zone franche de Kénitra, c'est une sorte de plateforme industrielle intégrée qui va servir d'espace d'accueil pour les investisseurs qui opèrent dans le secteur automobile, notamment avec l'arrivée de l'industrie de Peugeot PSA, qui va s'installer pas loin et qui va bénéficier de cette plateforme et probablement du port également à proximité pour exporter les voitures, les automobiles. Il y a également, ce projet-là, il est peut-être encore à l'état de projet, le projet de Média Ville Durable, qui sera basé à 5 km de la station balnéaire de Média. Il va s'étendre sur 8 km en fond de mer et sur une superficie de 400 hectares, dont l'objectif est d'en faire une cité verte, une cité bénéficiant de technologies les plus avancées en matière d'optimisation énergétique et d'éco-construction. Je crois qu'elle a été présentée déjà à la COP22 à Marrakech. On a parlé de cette ville durable, Média Ville Durable. Le schéma d'aménagement va comprendre, ça m'inquiète un petit peu, mais va comprendre 5 grands ensembles, un centre dédié à la recherche médicale, un golf de 50 hectares, la construction de 500 villas, des immeubles et un hôtel 5 étoiles en fond de mer, une zone regroupant commerce et services, un centre des congrès, un mall, une marina, des plateaux de bureaux, une promenade urbaine, etc., etc. Mais bon, pour le moment, je crois que c'est encore à l'état de projet. Alors voilà, donc là c'était un petit peu les potentialités, ce qui existe dans la région, ce qui est en cours, en projet, etc. Et puis là maintenant, on va voir quels sont les risques, quelles sont les contraintes, soit sociales, soit environnementales, qui pèsent sur la région. Et je commence bien sûr par le risque naturel. Et le plus grand risque naturel qui menace la région, qui fait quand même un certain nombre de dégâts pratiquement chaque année, ce sont les inondations. Les inondations, généralement, qu'elles soient continentales ou marines. Donc là, avec la figure que tout le monde connaît, d'inondation de la plaine du Sbou, la plaine côtière du Sbou, qui est, je pense, l'une des zones les plus vulnérables à l'inondation, même à l'échelle du Maroc. Alors il y a le programme national de prévention des inondations qui avait déjà recensé en 2002 une trentaine de sites vulnérables aux inondations dans la région RSK. Et notamment, bien sûr, la plaine côtière du Sbou. Il y a eu un certain nombre de crues du Sbou. Ces inondations sont provoquées soit par les crues, soit par les excès de ruissellement. Et les crues majeures du Sbou, comme vous le voyez ici depuis 1941, ont occasionné des dégâts significatifs, que ce soit à l'agriculture, à l'élevage, aux équipements, avec des conséquences très très lourdes sur l'économie agricole, l'économie même au niveau des infrastructures et tout ça.
Puis le tableau qui est un petit peu en dessous, il vous montre également les houles de tempête, parce qu'on a parlé également de risques de submersion marine, d'inondation marine, qui sont dus généralement à des surcôtes, c'est-à-dire la conjonction entre une forte houle de tempête et des grandes marées, et qui génèrent un niveau d'eau très élevé. Et vous l'avez tous vécu ces dernières années, on en a de plus en plus, et vous avez vu qu'il y a ce genre de surcôte avec des hauteurs maximales qui ont pu atteindre, par exemple en 2008, pratiquement 16 mètres au niveau de la bouée de Mahmadia, et qui ont provoqué des dégâts mesurables, que ce soit au port, aux infrastructures touristiques, aux infrastructures même côtières. Vous voyez ici, là, c'était en 2014, la photo, elle date de février 2014, janvier 2014, où il y a eu une forte houle qui a détruit pratiquement les routes au niveau de Sidi Moussa, à Salé. Et les houles ont vraiment dépassé, sont arrivées au pied des maisons. Un autre risque, j'espère qu'il n'arrivera pas, c'est le risque de tsunami, mais dont il faudra bien parler. Le risque de tsunami, il faut dire que la zone côtière, la région ouest atlantique du Maroc est exposée au risque de tsunami, et la région de Rabat, de Rabat-Salé-Kénitra, est encore plus exposée en raison de sa population dense, puisqu'on en a parlé, de son taux d'urbanisation qui est élevé. Et donc, cette étude qui a été faite en 2012, elle montre l'accentuation de ce risque du fait, justement, de la population dense et de l'urbanisation. Ici, c'est la population qui est exposée. Et donc, vous pouvez voir, en dehors, bien sûr, des grandes villes du pôle Casa, Mahmadia, du Grand Casablanca, il y a quand même Sferat et des quartiers, Yartoul Mansour, etc., qui sont à risque d'inondation par les tsunamis, de vagues de tsunamis. Là, c'est les zones qui sont urbanisées, qui sont exposées, et on peut voir également que la région quelques zones de la région sont également exposées à ce risque de tsunami. Toujours dans les risques naturels, les risques d'érosion et de glissement de terrain. Donc on peut avoir de l'érosion continentale, mais on peut avoir aussi de l'érosion marée côtière. D'abord l'érosion continentale et les glissements de terrain. Il y a le problème au niveau des versants de la vallée du Bourg-et-Greg, qui sont constitués d'un matériel qui est facilement érodable, des marnes sableuses et des molasses, qui sont associées également à de fortes pentes, ce qui fait que ça génère